Madame, Monsieur, tout le plaisir est le mien de vous retrouver pour cette édition de Scène de Presse. Scène de Presse, la plateforme d'information des hommes et des femmes des médias, avec les experts triés sur le volet qui refont l'actualité de la semaine. À Scène de Presse, nous refaisons donc l'actualité argument contre argument. Et au sommet de cette 384e édition de Scène de Presse, nous aurons la question du travail décent. Les travailleurs du Cameroun se sont joints à ceux du reste du monde pour entonner l'hymne des revendications sociales sous le prisme du thème de cette année qui porte sur la responsabilité sociale des employeurs et des syndicats pour un travail décent. Une thématique qui a donné du grand moudre aux travailleurs pour égrener leur chapelet de revendications au cours des différents meetings de la journée. Au boulevard du 20 mai à Yaoundé, par exemple, le défilé présidé par le ministre Grégoire Auna du Travail et de la Sécurité sociale a vu la participation de plus de 360 entreprises, des travailleurs camerounais conscients d'être à l'abri du besoin élémentaire. Pas comme ces autres Camerounais complètement démunis et qui espèrent sortir de la pauvreté grâce à un programme spécial mis en œuvre en ce moment au Cameroun par la Banque mondiale et que l'on a baptisé les filets sociaux. Un projet visant à donner une aide financière aux familles très pauvres pour se lancer dans une activité génératrice de revenus et envoyer les enfants à l'école. Seulement, la polémique naît de la somme allouée, 20 000 francs CFA par mois. Une pégadille, disent certains. La lutte contre la pauvreté pour eux doit passer par les investissements d'envergure et des programmes porteurs de croissance. Qu'en pensent nos invités? Nous le saurons tout à l'heure. À suivre aussi dans cette édition de Scène de Presse, nos rubriques habituelles, le zooming de la semaine, le focus de la semaine. Et cette semaine, vous pouvez le deviner, ce sera le ministre Grégoire Auna de la Sécurité sociale et du Travail. Nous aurons également l'image collatérale de PTVB. Mais en attendant, nous vous proposons de découvrir ceux qui vont croiser le verbe avec nous sur ce plateau. Les portraits de nos invités sont dressés par Carlette Esso. Norbert Elundo Ngama fait son entrée dans le grand cercle des panélistes de Scène de Presse. Vous avez en face un spécialiste des questions de communication et de stratégie. Le visage télégénique et la voix savoureuse de ce journaliste diplômé de l'ESTIC ne vous sont pas inconnus. Il a été le présentateur d'Actualité Hebdo sur la CRTV. Au compte de ces 15 années passées au sein de la Tour Grise, cet esprit éveillé a fait partie du service politique et de la brigade des reportages spéciaux. Après avoir travaillé 11 ans durant pour le compte de multinationales, Norbert Elundo Ngama s'est installé depuis 2 ans à son compte. Il dirige le cabinet Optimus Inc. qui traite de l'intelligence économique, de la communication stratégique et du conseil en management des organisations. Allez savoir ce qu'il pense de la stratégie d'allègement des filets sociaux aux plus démunis des zones urbaines et rurales au Cameroun. Son visage et sa voix meublent les médias depuis le lancement des activités de cette 130e fête internationale du travail. Le président confédéral de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun a animé aux côtés des journalistes de la CRTV la grande parade au boulevard du 20 mai. Jean-Marie Zambo Amogo revient sur les antennes pour une fois encore éclairer les lanternes sur les conditions de travail au Cameroun et porter haut les revendications de ses protégés. Cette fibre sociale, il l'attire de ses 7 années d'études au collège François-Xavier Vogt. Depuis lors, cet ingénieur de conception en génie civil de l'école normale supérieure polytechnique de Yaoundé n'a pas fait que poursuivre son parcours professionnel dans les bureaux de la Mahéture, où il cumule 33 années de métier d'ingénieur d'opération, directeur régional, responsable des marchés et service chargé des liaisons techniques et administratives, entre autres. Il y a été réélu le 1er mars dernier, délégué du personnel titulaire du 2e collège. Laissant de côté ses services rendus à la Caisse nationale de prévoyance sociale et au Fonds national de l'emploi. Une travailleuse dans les parages, Chantal Olama, vous apporte la preuve
Que la série C fait vivre. Cette patronne d'entreprise s'est immédiatement installée à son compte après l'obtention de son BTS en comptabilité et gestion des entreprises en 1997. Co-créatrice de l'Institut de beauté et centre de formation Claire-Champ, cette esthéticienne et cosméticienne transmet son savoir à de nombreux Camerounais et notamment à celles qu'elle emploie. Chantal Olama est aussi la vice-présidente du groupement des petites et moyennes entreprises du Cameroun. Celle qui œuvre à promouvoir la question du genre vient exposer les solutions que son groupement apporte pour faciliter les carrières. Cette grande conférencière a également l'habitude des plateaux. Cet homme doit pouvoir expliquer aux travailleurs de tous les secteurs confondus comment s'y prendre pour gagner la bataille d'un travail décent. C'est son travail à lui, car Dr Abdul Kadri est le chef de division des normes et de la coopération au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ce diplômé en administration du travail sorti de l'ENAM en 2000 a d'abord fait ses classes au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Il laissera également son empreinte à l'ancien ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale et au groupe technique central du Comité national de lutte contre le sida. À l'actuel ministère du Travail et de la Sécurité sociale où il officie, Dr Abdul Kadri y a occupé plusieurs postes de responsabilité. Ses anciennes fonctions de directeur des relations professionnelles, sous-directeur des relations du travail et sous-directeur du climat social par intérim lui permettront de déblayer la question du dialogue social avec les syndicats. Vous savez donc qui sont nos panélistes de ce soir, mesdames, madame, monsieur. Merci d'être venus sur le plateau de scène de presse. Sans plus attendre, nous allons commencer par la une de cette édition avec le sujet phare, le premier sujet de cette une, à savoir la lutte contre la pauvreté et les filets sociaux. Vous l'avez sûrement suivi en début de semaine. La directrice générale de la Banque mondiale, la directrice des opérations, est passée par chez nous pour une visite de travail où elle a rencontré le Premier ministre chef du gouvernement et les ministres en charge des questions économiques et financières. Au détour de cette visite, on a découvert un programme qui est mis en œuvre en ce moment dans notre pays et qu'on a baptisé les filets sociaux. Un programme qui est bien sûr piloté par la Banque mondiale. Il est question, dit-on, d'aider des familles très pauvres, très démunies à sortir de la pauvreté moyennant des aides financières du genre 20 000 francs CFA par mois. Norbert Elundou Ngama, pensez-vous qu'il soit véritablement efficace aujourd'hui d'aider une famille à sortir de la pauvreté en lui donnant 20 000 francs par mois? À brûle pour point. C'est une question qu'il faut prendre avec, je veux dire, beaucoup de délicatesse. Je dois dire pour commencer que oui, la Banque mondiale est un partenaire du Cameroun qui intervient dans divers projets, n'est-ce pas, et qui apporte un certain nombre d'investissements. Mais celui-ci sur les filets sociaux, je pense qu'il faut effectivement questionner, n'est-ce pas, l'approche. Et j'espère que nos échanges vont permettre qu'on questionne cette approche. Est-ce qu'on est en train d'ensemencer le progrès, le développement, le bien-être avec 20 000 francs? Non, il y a des questions qu'on peut se poser. Et j'espère bien que dans le cours de la discussion, on va pouvoir se poser ces questions, comprendre la logique qu'il y a derrière. Est-ce qu'il ne faut pas repartir dans des investissements plus importants? Il faut changer d'approche, plutôt que d'essayer d'aller nourrir les gens par des saupoudrages. Il faut trouver le moyen de développer une économie et de créer des réelles capacités à produire et donc à amener les gens à donner de leur potentiel, de leur réelle capacité. Et de cette manière, eux-mêmes s'en sortir plutôt que de leur distribuer de façon un peu saupoudrée un peu d'argent. C'est ce que je peux dire a priori, mais je pense que c'est une question que nous pouvons davantage creuser. J'espère qu'on en aura l'occasion tout à l'heure. Jean-Marie Zambamou, on parle de 40 000 ménages qui sont concernés par ce programme de la Banque mondiale des filets sociaux et qu'à terme, on espère que ces familles-là ou ces ménages-là puissent sortir de la pauvreté, tout au moins leur progéniture. 20 000 francs CFA par mois, pendant 12-24 mois, c'est assez pour pouvoir aider une famille à sortir de la pauvreté? Déjà, ça correspond à quoi? Ça correspond à quoi 20 000 francs? Est-ce un salaire c'est dépense SMIC, ce qui est sûr. C'est SMIC,
c'est un salaire minimal de survie. En fait, il faudrait voir que là, la Banque mondiale cafouille un peu. Quand on voit les missions de l'OIT, ceux qui sont chargés du suivi social de nos États, et la Banque mondiale ou l'OEF qui doivent quand même suivre le côté financier, certes, il y a des fonds qui se retrouvent entre les mains d'une ou l'autre structure, mais il faudrait véritablement savoir si c'est une opération bouche-trou, c'est-à-dire en fait on a tellement fait du mal qu'on se rend compte que même autour des chantiers structurants, il y a des gens qui s'enlisent dans la pauvreté. Suivant le chantier de Lompanga, il faudrait parler vrai et non transformer des gens à des éternels assistés, parce que si on payait uniquement le travail à son réel coût, si on payait les produits agricoles à leur réel coût, si on les acheminait normalement vers la ville, les uns et les autres s'en trouveront à bon compte. Je ne sais pas combien ça coûte de manger une bonne sauce d'arachide, avoir un bon plantain jusqu'en ville. Je crois réellement qu'il ne faudrait pas qu'on se base uniquement sur le modèle ultralibéral qui n'a pas montré vraiment le bout du tunnel. Donc je crois que c'est une preuve que les premiers programmes n'ont pas eu le succès tel qu'on nous les avait vantés. Oui, Madame Olamaya, quand même, ce qu'il faut déjà dire, enfin, ça, il faut que j'apporte ce rectificatif, ce n'est pas un salaire, dit-on, que la Banque mondiale donne à ces ménages. Il s'agit d'une aide et ils ont l'obligation, à partir, avec ces 20 000 francs CFA-là, de mener une activité génératrice de revenus. Avec 20 000 francs CFA, on peut mener une activité génératrice de revenus à Yaoundé, par exemple, parce que le programme pilote est implémenté en ce moment-ci dans la zone de Yaoundé 7e, qui est une zone semi-rurale. Mon point de vue, déjà, on dit qu'il vaut mieux apprendre à pêcher que de donner du poisson. Si on donne 20 000 francs pour consommer directement, c'est une chose. Mais si c'est 20 000 francs pour investir dans une activité régénératrice, je dirais que c'est pas un hasard. Je suis sûre qu'ils ont fait des études avec des experts parce que avec 20 000 francs, si d'habitude on a un revenu de 40 000 au moins ou un peu plus, avec 20 000 francs, on peut soit augmenter son chiffre d'affaires ou alors créer une activité. Vous savez, les petites entreprises, très petites, peuvent commencer par la vente de l'eau glacée, par la friture des beignets, par beaucoup de choses. Un fonds de commerce peut commencer par 20 000. Monsieur Abdou Kadri, vous pensez vraiment qu'avec 20 000 francs au CFA aujourd'hui, on est capable de mobiliser un ménage, une famille et espérer à terme que cette famille-là puisse sortir de la pauvreté? Madame, merci beaucoup. Bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Non, mais madame, je préfère d'abord parler de pauvreté avant de revenir, n'est-ce pas, à la Banque mondiale et aux 20 000 francs. Voyez-vous, quand on parle de pauvreté, un individu pauvre, c'est un individu qui ne peut pas bien se nourrir, bien se loger, bien se vêtir et voilà, bien se soigner, pour ne citer que ces besoins élémentaires. Et peut-être avec la modernité, on parlerait de celui-là qui n'a pas accès aux technologies de l'information, au téléphone. Voilà, et voilà, peut-être à l'électricité. Ceci dit, lorsqu'on parle de la Banque mondiale, il y a trois postures qui se dégagent, hein, très souvent. Il y a ceux-là comme Samir Amin qui pensent que non, c'est des sortes de ministères de propagande, voilà, au service de l'impérialisme. Voilà, ça c'est. En fait, c'est des paradigmes qui se dégagent lorsqu'on parle de la Banque mondiale et voilà, de toutes les institutions qui sont comme elle. Alors, de l'autre côté, il y a des acteurs de développement qui pensent que non, la Banque mondiale, c'est l'humanitaire, voilà, c'est des crédits, et puis voilà, ça participe au développement. Voilà, c'est peut-être pas faux. Mais pour d'autres, et ça je crois, je m'aligne, non, mais quand on parle de la Banque mondiale, on ne s'attend pas à des programmes comme les filets sociaux, on s'attend à quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà, beaucoup plus grand, mais je crois qu'il faut d'abord, comment on dit, accepter et peut-être réorienter voilà, les positions pour du concret. Voilà, 20 000 francs, est-ce qu'un individu, quelle activité génératrice de revenus à 20 000 francs
pour quel profit? Madame a dit là tout à l'heure qu'avec de la vente d'eau, par exemple, on pourrait faire tourner et avoir un peu de revenus. Bon, à Kérim, s'il a un enfant, s'il a deux, parce que chez nous, quand on parle d'une personne, si c'est une maman qui vend de l'eau glacée, elle a au moins un enfant. Et si cet enfant va à l'école, j'imagine qu'elle loue une case quelque part à 5 000 francs. Et voilà, elle va payer son taxi tous les matins. Et quand on a fait le tour, on a dépassé 30 000 francs. Voilà, est-ce que 20 000 francs suffirait? Donc il faut accepter, oui, peut-être ce crédit-là, ou alors ces offres, mais je crois qu'il faut bien les étudier et peut-être même voilà, les réorienter. Oui, non, ben, vous pensez si je peux ajouter quelque chose là-dessus, je sais qu'en fait, selon les études qui nous ont conduit à ces filets sociaux, on part d'un constat qu'il y avait de plus en plus, n'est-ce pas, de familles qui n'arrivaient pas à s'offrir le strict minimum du petit repas quotidien. Et c'est dans cette logique qu'on peut s'imaginer qu'en apportant 20 000 francs aux uns aux autres, on peut combler un besoin. Mais je rejoins les autres panélistes pour véritablement dire que c'est problématique. C'est problématique et le président disait tantôt qu'effectivement on a l'impression que la Banque mondiale est en train de se chercher quelque part. Ou alors elle voudrait corriger les erreurs. Exactement, exactement. Et je pense qu'il faut aller chercher dans un environnement global d'ailleurs, hein, qui l'y oblige aujourd'hui. Vous voyez très bien, on peut partir de très loin. Vous voyez tout ce que la finance internationale connaît aujourd'hui comme complainte de la part des peuples, pas juste chez nous. La paupérisation du monde, elle se généralise, elle se globalise. Et effectivement, c'est souvent le fait des grands industriels, c'est souvent le fait des milieux financiers, et des questions se posent. Et des alternatives sont proposées. Vous voyez ce qui se passe avec les BRICS qui se développent. On trouve d'autres façons d'aller résoudre les problèmes de population. Alors à partir de ce moment, je pense que pour la Banque mondiale, en tout cas pour les institutions de Bretton Woods, il y a même un travail pratiquement de relations publiques, un travail de reconquête, n'est-ce pas, d'une certaine crédibilité perdue par des programmes qu'on connaît très bien. On sait ce que l'ajustement structurel nous a coûté dans ce pays, par exemple. Ça a effectivement créé une extrême pauvreté. Et on n'en est pas sorti jusqu'à présent. On n'en ressortira pas avec des programmes à 20 000 francs. C'est évident. Moi, je dis, en réalité, d'accord, ça peut soulager quelques personnes, mais comme disait madame, il ne s'agit pas de donner du poisson. Et quand vous regardez véritablement ce qui se débrouille, que ce soit dans l'informel ou je ne sais pas par quel autre moyen ici, obtenir 20 000 francs à la fin du mois n'est pas le plus difficile pour ceux qui font quelque chose. Nous sommes une société où il y a, et on parlera du travail tout à l'heure, où il y a beaucoup de travail parce que tout est à faire. Donc le plus souvent, je ne pense pas que même ceux qui s'essayent n'arrivent pas à obtenir 20 000 francs à la fin du mois. Alors ces 20 000 francs sont effectivement une manière de nous tirer un peu vers le bas. Je pense qu'on doit aspirer à des choses plus fortes. J'espère qu'on va effectivement aspirer à des choses plus fortes. Voilà une localité dans le département de la Léquié où l'élite a décidé d'aider à sa manière les populations à sortir du bas et aller vers le haut à travers un concours qui a été lancé, à savoir le concours du plus beau bâton de manioc. Le bâton de manioc, c'est cette denrée alimentaire qu'on retrouve très souvent sur nos tables, partie de la racine de manioc transformée et qui aboutit à une sorte de saucisson qu'on retrouve sur nos tables et qui est très prisé. Je vous propose ce reportage et cet élément que nous a ramené Martine Noël. Dengue, c'était donc à ça, le concours du plus beau bâton de manioc. Un bâton de manioc immense, dégusté en l'état, aucun accompagnement avec. Il fallait faire le déplacement de ça dans la Léquié, région du centre, pour vivre cela en direct jeudi dernier. Le bâton de manioc, toute taille confondue, en exposition. Cet aliment prisé des Camerounais était à l'honneur. Tout un concours pour le célébrer, le valoriser, mais aussi normaliser sa fabrication. Il s'agit du concours du meilleur bâton de manioc 2016, une grande première. C'est un mets fédérateur. C'est un mets dans lequel nous nous retrouvons tous. Et vous allez constater que chez les Bassas, c'est le million d'or. Chez les écoles, c'est le Ndeng. Et chez les Ewondo, c'est les Dobola. Donc tout ça, on ne pouvait que penser mettre un fil conducteur autour de ce mets que nous consommons et qui nous vaut l'objet de beaucoup de reconnaissance. Le bâton de manioc, il est là, il existe. Il fallait rendre grâce à cet aliment qui nous a toujours accompagnés.
16 exposantes au départ, toutes adhérentes des groupements d'initiatives communes dans le département de la Léki. Ces femmes sont passées maîtres dans l'art de confectionner cet aliment à base de manioc. Sur la ligne d'arrivée, 3 gagnantes. Elles repartent chacune avec une enveloppe conséquente et du matériel agricole. Je suis contente parce que je suis sortie 3e. Ça allait m'étonner que je reste derrière. Seigneur Jésus. Avec une moyenne de 6, le premier prix aura une enveloppe de 200 000 francs, une combinaison, une brouette, un pouce-pouce, un sac de bouture de manioc. Le deuxième aura une enveloppe de 50 000 francs, une brouette, un pouce-pouce, un sac de bouture de manioc, une combinaison. Le troisième prix aura une brouette, un pouce-pouce, une combinaison, un sac de bouture de manioc et 30 000 francs. En fait, c'est la femme rurale de la Léki en général qui s'en sort gagnante parce que le concours 2016 du meilleur bâton de manioc, c'était surtout l'occasion de primer l'excellence de la femme rurale de ce département dans son action de développement des activités génératrices de revenus. Nous promettons de venir secourir les femmes en leur apportant non seulement les boutures sélectionnées, mais aussi les engrais nécessaires pour que les productions soient beaucoup plus excellentes dans l'avenir. Il s'agit d'un concours qui a engagé toute la Léki. Donc c'est une très grande initiative. Nous voulons qu'elle puisse se perpétuer, comme je l'ai dit dans mon mot de bienvenue. Le bâton de manioc a donc été dégusté sous toutes ses formes le 28 avril dernier à Sarre. En guise de musique d'accompagnement, de nombreux artistes du terroir qui ont fait le déplacement de la place des fêtes de la ville. Exit l'édition 2016, vivement le concours 2017 du meilleur bâton de manioc, dans l'espoir que cette initiative au moins fera long feu. Merci Martine. Ouais, c'était donc là des travailleurs et des travailleuses dans notre genre qui étaient primés dans une localité du département de la Léki. Nous sommes dans le centre du Cameroun et c'était donc à ça. Madame Olama, vous voudriez intervenir sur la visite de Madame le directeur général de la Banque mondiale et dans sa croisade, la lutte contre la pauvreté, Madame Sri Bouliani Indrawati, qui était donc au Cameroun en début de semaine, lundi dernier, et qui est venue voir exactement où est-ce qu'on en est avec ce programme Filets sociaux qui est supposé aider à lutter contre la pauvreté. Oui, je dis 20 000 francs, ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose. Je voudrais qu'on regarde un peu d'un autre côté l'action de la Banque mondiale qui voulait atteindre directement la cible, les populations. Parce qu'on a souvent fait des investissements qui visent à améliorer le niveau de vie des populations, qui luttent contre le chômage, mais la cible même n'est jamais atteinte. Il ne faut pas qu'on reste dans le système du riche plus riche, le pauvre plus pauvre. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont préféré aller directement vers les ménages, oui, et leur donner pour que, à ce moment même, ils n'auront plus de raison de se plaindre. Si ils en font mauvais usage, ça sera de leur faute. Mais là, on ne pourra plus dire, on dit qu'on a institué ceci pour les pauvres, institué cela pour les petites et moyennes entreprises, mais qui ne sont même pas finalement bénéficiaires. Donc moi, je pense que nous devons un peu lancer un regard sur cet aspect. Des choses. Jean-Marie Zambo, il y a quand même un problème, c'est la somme. Norbert Elodengama le disait avant que nous suivions ce reportage de Martine Noël Mengue, que 20 000 francs quand même des communes du Cameroun auraient pu aider les populations avec 20 000 francs. Vous savez si on prend le cas de Yaoundé 7 seulement, où est implanté ce programme pilote? Quelles que soient les hypothèses, on voit déjà avec la dernière réforme paramétrique de la sécurité sociale, le zéro grande fiscale correspond maintenant à 63 300 francs. Donc en réalité, en dessous de 63 000, on ne paye pas les impôts. C'est un peu l'argumentaire que nous avons sur le salaire minimum interprofessionnel garanti. Mais on peut ajouter 20 000. En réalité, il ne faudrait pas profiter de l'effort déjà entamé par les populations
pour dire que c'est la Banque mondiale qui les a aidés à sortir de la pauvreté. Je vois un peu, nous avons le cas des callboxers, où pour un investissement de démarrer, il faut à peu près 100 000 francs. Ces callboxers ont aidé les opérateurs en téléphonie, mais en retour, ils n'ont pas le, je dirais, des revenus conséquents, ils sont lésés. Donc je crois qu'il faut tout simplement un problème de justice, et la notion de travail décent revient à dire que tout le monde ait une rémunération ou des revenus à hauteur de ses privations ou de ses investissements, tout dépend. Même si on est pauvre, si on voit seulement le taux de le retour d'investissement, on vient de voir un reportage sur les bâtons de manioc. On sait que les bâtons de manioc, ça remplace le pain dans nos cités. À combien on achète un régime de plantain? À combien on achète un gibier de porc épic? On a vu brûler les défenses d'éléphants, mais en fait, on aurait pu recycler ça pour... je crois qu'il y a un problème de colonisation qui revient. On infantilise nos dirigeants, parce que c'est comme si nos dirigeants ne savaient pas qu'ils pouvaient mettre en action des filets sociaux. C'est quand même parti de Washington pour nous montrer, même en famille, on sait comment gérer les filets sociaux. Quel est celui qui a déjà fréquenté sans avoir bénéficié d'une somme de 20 000 francs par mois de sa famille sans qu'il ne travaille? Donc on a une solidarité agissante. Je crois que c'est des concepts pour, moi je dirais, pour recaler, pour corriger, mais je ne vois pas. Il faudrait qu'on prenne un échantillon des gens qui n'ont rien. On leur donne 20 000, on voit même déjà si à la fin du mois, ils vont survivre parce qu'ils restent nécessairement chez quelqu'un. S'ils vont pouvoir joindre les deux, oui, Norbert et Lodo. Je pense également qu'à la suite du président Zambo, il y a d'ailleurs la vision que nous avons de la gestion de la pauvreté. Vous savez qu'on a eu ici pendant plusieurs années un document stratégique pour lutter contre la pauvreté, et on a dû le changer. Donc il faut se projeter dans ce que nous voulons faire. Est-ce que nous luttons contre la pauvreté, et de cette manière surtout, ou est-ce que nous allons de façon proactive, de façon plus engagée, de façon plus audacieuse et plus ambitieuse, créer plus de choses, de sorte que les gens, de manière tout à fait fière, de manière tout à fait méritée, de manière rétributive par leurs efforts, puissent eux-mêmes se sortir de la pauvreté. Vous pensez aujourd'hui que l'idéal, ce serait de se lancer ou de se projeter dans les grands investissements? Moi, oui, parce que pas tellement de grands investissements. Je pense que cet argent, au lieu de le saupoudrer comme on l'a fait, est suffisamment important, remis ensemble pour une grosse opération qui crée d'autres choses et qui crée une certaine fluidité. Il y a des dynamiques qui peuvent se créer autour, et puis ça donne quelque chose de plus utile, quelque chose dont on peut être plus fier, où il n'y a pas cette espèce d'infantilisation dont on parle. Et de toute façon, je reviens à ce que madame a dit dès le début, et ce n'est jamais une solution de donner du poisson. Ce n'est jamais une solution. Et puis, l'idée de se dire oui, que ça arrive directement vers les bénéficiaires, ça pose un problème de gouvernance. De gouvernance simplement d'un projet. Il faut que si on le met ailleurs, qu'on s'assure que c'est exécuté. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à bien exécuter qu'il faut décider de saupoudrer et de ne pas avoir l'effet escompté en fin de compte. Donc, je pense vraiment que tout est dans l'ambition, du niveau d'ambition que nous avons pour nos gens. Pourquoi on veut limiter les gens à des petites opérations à 20 000 francs? Pour avoir 20 000 francs, moi je faisais une petite hypothèse. Hein. Vous achetez des mangues aujourd'hui à 5 000 francs et puis vous les détaillez. Si vous êtes à un bon endroit, je vous assure, au bout d'une semaine, vous pourrez avoir 20 000 francs de bénéfices. Donc, alors, quand on parle de quoi? De façon concrète là. Donc, il faut, si on veut pousser les gens à se sortir d'une certaine manière, qu'on donne les vrais moyens de se sortir. Hein. Un callbox, c'est 100 000 francs, ce n'est pas 20 000 francs. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai de la peine à comprendre. Hein. Je ne sais pas comment ça a été pensé et je ne sais pas réellement quel est le but qu'on recherche. Et puis c'est un projet qui a commencé depuis 2013. Je ne sais pas quel bilan on en fait aujourd'hui. 3 ans après, ça avait impacté la vie de ces populations-là. Monsieur Abdoul Kadri, vous êtes également de cet avis, de ce qu'on peut faire mieux? Non, moi juste un mot pour dire que est-ce que ces acteurs ont été approchés, en fait ces bénéficiaires du projet, du programme, est-ce qu'il y a eu des études socio-anthropologiques sérieuses qui ont été menées? Est-ce que ça a commencé, comme certains aiment bien le dire, est-ce que c'est bottom-up ou bien top-down? Donc voilà autant d'éléments qui font qu'à la fin, nos projets n'aboutissent pas. Mais voyez-vous, certaines communautés, entre guillemets, avaient reçu 1,5 million. 1,5 million
le suivi n'a pas été vraiment formidable. Voilà, et puis c'était une démobilisation parce que justement, en fait, pour ne pas les nommer ces communautés, c'est les comités locaux de lutte contre le sida, vous en savez quelque chose. À peine le financement s'arrête, une démobilisation totale. Et puis on n'en parle plus. On n'en parle plus. C'est ça. J'espère qu'on va continuer de parler de ce programme de filets sociaux et qu'on verra le bout du tunnel et qu'on saura exactement ce qu'il en est. Mais en attendant, je vous propose le meilleur de la presse de cette semaine. La revue de presse est signée d'Éric Vogo. Honneur aux travailleurs. Cette semaine, le quotidien bilingue national a recueilli leurs doléances. En croix Cameroun Tribune, les travailleurs revendiquent la possibilité d'exercer un travail productif et convenablement rémunéré, assorti de conditions de sécurité sur le lieu des services et d'une protection sociale pour leurs familles. Eh bien, en tout point de vue, il apparaît que le thème de cette 130e édition de la Fête internationale du travail au Cameroun tombe à pic, à savoir responsabilité sociale des entreprises et des syndicats pour le travail décent. Et à ce propos, le baromètre communautaire indique que l'heure du travail décent n'a certainement pas encore sonné au Cameroun. L'hebdomadaire de l'actualité de la zone CEMAC constate tout de même que c'est une priorité nationale, aussi importante que celles qui ont été au cœur de la visite de la directrice générale de la Banque mondiale au Cameroun, comme le souligne le quotidien bilingue national. Arrivé en terre camerounaise le 24 avril dernier, l'Indonésien Tri Mulyani Indrawati a été reçu en audience au nom du chef de l'État le 25 avril par le Premier ministre Philemon Yang. Le tour du partenariat Cameroun-Banque mondiale effectué, le journal de la rue de l'aéroport nous confie que la Banque mondiale entend trouver la meilleure façon d'accompagner notre pays vers l'émergence. Sans doute grâce à la thérapie de choc dont parle le quotidien de l'économie. D'après le journal de Thierry Ekouti, pour soigner le climat des affaires au Cameroun, la directrice générale de l'institution de Bretton Woods demande une plus grande implication du secteur privé pour augmenter les investissements. Et sur ce terrain, ce sont les opportunités d'investissement qui manquent le moins. Selon Cameroun Tribune, dans le seul secteur des infrastructures de transport, il y a embarras de choix. Entre le développement des transports urbains, la densification du réseau routier ou encore la construction des aéroports, le journal de la rue de l'aéroport estime que beaucoup reste encore à faire dans ce secteur. Également à la une de la presse cette semaine, le décès du ministre camerounais secrétaire adjoint de la présidence de la République, Peter Agbo-Tabi. La nouvelle est relayée par le journal Mutation qui indique d'ailleurs que la maladie a eu raison de lui le 26 avril 2016 en Europe. Le quotidien Le Jour précise pour sa part que c'est à Paris en France que ce grand commis de l'État camerounais a tiré sa révérence loin de son pays natal. Lui aussi est tombé loin de sa terre natale, comme l'annonce Mutation. L'artiste congolais Papa Wemba a succombé en plein spectacle le 24 avril dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Depuis, l'Afrique pleure son fils, constate le baromètre communautaire. C'est l'Afrique et même la communauté internationale, poursuit l'hebdomadaire Repère, qui pleure le départ de celui qui était considéré comme le roi de la rumba. La voix de Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba, plus connu sous le nom de Papa Wemba, va rester à jamais gravé dans nos mémoires. Salut l'artiste. Merci Éric Mvogada. Aujourd'hui, c'est le 1er mai 2016, Journée internationale du travail, la 130e édition. La 130e édition qui se célèbre un peu partout sur la planète. Et les travailleurs du Cameroun se sont joints au reste du monde pour célébrer cette journée et surtout pour invoquer et questionner la problématique du travail décent. Qu'est-ce que le travail décent? Où est-ce qu'on en est avec le travail décent au Cameroun? La question, je la pose d'abord à M. Abdoul Kadré. Qu'est-ce qu'on entend par travail décent? Merci beaucoup, Madame. Non, pour dire très simplement, travail décent, c'est une activité exercée dans un cadre confortable, avec une rémunération convenable, le tout dans le respect de la dignité humaine et de toutes les normes, conventions et accords en vigueur.
ben, peut-être qu'il faut ajouter un petit quelque chose pour dire le travail décent, ce n'est pas l'émanation du Cameroun, ni encore moins du ministère du Travail. Et la sonnette d'alarme a été tirée en 1999 par l'OIT. Par l'OIT, justement le directeur général, dans son rapport à l'occasion de cette conférence internationale, la 87e. Alors, voyez-vous, il y avait pas mal de dysfonctionnements qui étaient constatés, pas mal d'abus dans le monde du travail, et il a interpellé les pays membres pour dire, ben, écoutez, c'en est fait, il faut faire quelque chose, il faut vous mobiliser pour le travail décent. Et peut-être, si vous voulez, qu'on reviendra à travail décent, c'est quand même 4 axes. 4 axes, il y a le volet emploi, l'axe emploi, pluralité d'emploi, la pérennité d'emploi. Chaque fois qu'il est possible, il faut le faire. L'allusion aux employeurs ou aux entreprises. Il y a le volet normes, c'est-à-dire le respect des droits, l'ensemble des droits des travailleurs. Il y a également l'autre volet, le volet protection sociale, entendons sécurité sociale d'un côté, santé et sécurité au travail. Et il y a le dernier axe, la promotion du dialogue. C'est-à-dire qu'il faut laisser le travailleur s'exprimer, il faut promouvoir voilà, le dialogue, et voilà, ça participe de la paix, ça participe de la sérénité du climat social et forcément du résultat. Oui, Voilà. oui. Norbert Elundu-Ngama, vous l'avez entendu, il a fallu que l'Organisation internationale du travail se saisisse de cette problématique et impose pratiquement comme ça aux employeurs, aux patrons, aux États, la notion même de travail décent. Avait-on besoin que ça se passe à ce niveau-là, au niveau international, pour qu'on puisse se dire qu'il faut un travail décent pour une productivité, j'allais dire, efficace et décente? Bon, si cela nous vient de cette inspiration internationale, il faut s'arrêter au fait que c'est important qu'on ait des conditions de travail qui soient décentes. Je pense que pour moi la question elle est concrète, elle est simple. Hein. On passe beaucoup de temps au travail. Vous voyez, la journée de 8 heures, c'est vraiment là où vous êtes quotidiennement le plus actif. Vous êtes à la maison, vous êtes crevé, vous avez quelques heures et puis vous allez au lit. C'est au travail qu'on passe l'essentiel de son temps. Et donc, cet endroit-là n'est pas n'importe quel endroit. Il faut qu'il soit un lieu de vie. Un lieu de vie où l'homme peut s'accomplir convenablement. Le travail, c'est une question de réalisation de soi. Il ne faut pas que ce soit un endroit où il ne fait pas bon vivre. On a des chefs qui vous crient dessus à longueur de journée, des conditions de travail simples, c'est-à-dire carrément les outils de base, hein, qui parfois vous rendent malade. Hein. Il y a des gens qui sont mal assis, tout simplement, et qui repartent du travail avec des maladies. Tout cela n'est pas convenable. Et quand ils ont passé autant de temps à rendre service, à produire, à aider ou à créer des richesses, ils ne peuvent plus assumer leurs responsabilités personnelles, parentales, etc. Les enfants sont malades, les enfants doivent manger, les enfants doivent aller à l'école, peut-être parce que la condition salariale n'est pas au bon niveau, etc. C'est tous ces éléments mis ensemble qui posent le problème de la décence au travail. Donc c'est une préoccupation importante, mais qui, comme vous pouvez le voir, est multidimensionnelle, intègre, n'est-ce pas, a besoin de l'implication de tous les partenaires sociaux pour que ce cadre-là soit vraiment un bon cadre et qui nous donne le résultat que nous espérons. On travaille pour créer des richesses et pour s'épanouir. Oui. Voilà ce que je veux dire à ce stade-ci, mais je pense qu'il y a d'autres idées sur le travail en lui-même qu'on peut voir, mais je préfère... oui, et Jean-Marie Zambabongo, le thème de cette année dit responsabilité sociale des employeurs et des syndicats pour le travail décent. Quelle est la part du syndicaliste que vous êtes dans l'amélioration ou bien dans l'arrivée même de ce travail décent? Je crois que dans ce thème, au-delà du rappel de la quête permanente vers le travail décent, ne doit pas également être une fuite en avant en termes de responsabilité. Parce qu'on mélange là employeurs et syndicats. Oui, parce qu'en réalité, si on met le bipôle employeur et syndicat, c'est une relation déséquilibrée. Il y a un qui met ses énergies à la disposition de l'autre. Donc celui qui assure la gouvernance de cette énergie doit s'assurer que le travail est décent. Parce qu'en réalité... C'est-à-dire l'employeur. C'est-à-dire que nous prenons les investisseurs, que nous prenons les employeurs, c'est leur argent qui travaille. Mais humainement, celui qui travaille le plus, c'est le travailleur.
Donc, le travailleur, on voit même la fête, elle émane d'une injustice criarde aux États-Unis au 19e siècle. Quand on décrit ces événements, on se croirait, je ne sais pas, le pays imaginaire qu'on a dans les radios internationales. Mais en réalité, le travail décent, c'est un travail qui doit intégrer toute la dignité humaine. C'est-à-dire, on n'a pas besoin uniquement des définitions techniques. Vous savez qu'au Cameroun, pendant la colonisation, on a vu René Filon parler des complaintes d'un forçat, où on allait, je dirais, pratiquement arrêter nos compatriotes pour qu'ils aillent creuser, casser la pierre et construire la voie préférée. Certes, je ne sais pas si il fallait bien passer par là pour avoir la voie ferrée. Je ne sais pas si c'était d'intérêt collectif, parce que c'est le même problème actuellement avec les grands chantiers. Si je vous fais une révélation, à savoir, tous les grands chantiers ne payent pas leur cotisation sociale. Est-ce que c'est du travail décent? Non, le politique clame que c'est une avancée vers l'émergence, mais on avance avec des créances qu'on doit à la CNPS. La CNPS, c'est une mission publique de protection sociale. Donc le travail décent, c'est un peu le point d'équilibre qui fait que quelles que soient les positions de devoir, de droits et d'intérêts, les uns et les autres s'en sortent à bon compte. Bon, l'OIT, bien sûr, pour avoir un cadre d'analyse, a donné certains pôles. Mais si vous demandez à une grand-mère qu'est-ce que c'est que le travail décent, à partir du moment où elle ne peut pas évacuer ses vivres en ville, ce n'est pas du travail décent. Si elle ne peut pas se soigner. Donc, il y a la définition, je dirais, théorique, normative, mais en réalité, c'est un travail où on est à l'aise. Et on a vu dans nos pays, à un moment donné, dans nos familles, où on choisissait qui allait en ville et qui restait au village. Et celui qui restait au village n'était pas moins heureux, il était même plus heureux que celui. La différence se joue après, mais c'est toute une perception. Et cette perception, on voit par exemple, nous avons le conflit des APE, où on a même des accords de partenariat économique. Oui, même déjà en Europe, tout le monde conteste ces APE. Donc, il y a comme un problème des teneurs, je vais avoir un terme syndical, comme en excuse, des teneurs de desk, je vais le dire en anglais, que ce soit plus poli, comme on a vu du traité Germano-Douala, parce qu'en réalité, lorsqu'il y a eu abandon de souveraineté par les chefs locaux, on a vu déjà qu'ils ont perdu tout pouvoir sur les terres. Et progressivement, on a vu je ne sais pas, c'est des débarqueurs, en fait, les bateaux flottants de marchandises prendre pied au port de Douala, prendre terrain, pénétrer dans le territoire. Je dirais pendre Douala-Mangabel et s'imposer. Donc, il y a quand même un impérialisme, une politique d'impérialisme qui est derrière. Et il faut donc éviter que le travail soit celui-là qui soit de la domination, qui soit de l'infantilisation, qui soit vraiment, qui participe de l'économie bananière, où on prend tout ce qu'il y a comme crème du travailleur. Il reste, voyez comment le pipeline a laissé des couloirs avec le sida et consorts. Évidemment, le syndicaliste va mettre... Je suis d'accord avec vous, monsieur. Il va tirer la couverture de son côté. Jusqu'à ce point-là, justement, où il faut dire que... Pour moi, c'est vraiment un partenariat où tous les acteurs doivent jouer, y compris l'employé. Parce que, en fait, vous voyez, il y a une question de responsabilité. Il y a effectivement une grosse charge sur l'employeur, mais l'employeur ne peut pas assumer sa charge si l'employé n'est pas un contributeur social valable. Or, la tendance est souvent, et je crois que ça c'est important, on est au jour de la fête du travail, il faut changer la vision que l'on a du travail. Hein. On n'est pas à la quête simplement d'un salaire, et puis on est étranger à son organisation. C'est-à-dire en réalité que l'organisation ne vit que par l'effort de chacun de ses membres. C'est comme un navire, hein. C'est-à-dire que celui qui a investi, effectivement, qui a créé la structure, il a besoin de bénéfices, certes, il a besoin de votre effort, mais vous aussi, votre survie et votre vie quotidienne dépend de ce que vous pouvez faire vivre cette entreprise. Donc je crois que c'est à ce niveau qu'il faut retrouver un équilibre sérieux et que les gens se parlent de façon, qu'on soit plus, je veux dire, plus équilibré dans la recherche de la solution. La décence doit se chercher. Peut-être qu'on va parler de citoyenneté parce qu'il y a l'idée de citoyenneté qui est aussi importante. L'entreprise, l'entrepreneur ici, la citoyenneté, c'est quoi en fait? On est un citoyen parce qu'on est un homme libre. On est un homme libre parce qu'on respecte les lois. On fait ce qui est prévu pour tout le monde, pour ses employés, pour le fisc, pour tout le monde. Hein? Et c'est ça la citoyenneté. On est un citoyen parce qu'on prend une part active aux problèmes
problèmes de la société dans laquelle on vit. Quand il y a des problèmes, on est capable d'apporter sa contribution de façon authentique, de façon authentique et de façon, comment on peut dire ça? Mais le problème qui se pose en réalité, on a trouvé des mots pour noyer les échecs de la démocratie. Parce que dans les années 60, on ne parlait pas de travail décent, on parlait des régimes démocratiques et tout régime politique doit tendre à donner davantage d'aisance matérielle et immatérielle à sa population dans la paix et la liberté. Donc il y a des définitions techniques de travail décent. Madame Olama, vous êtes un employé, donc vous êtes patron à votre niveau. Et lorsqu'on parle de travail décent, est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour vos collaborateurs pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions, pour faire simple? Oui, nous donnons beaucoup du nôtre pour que le travail soit décent. Mais seulement, nos collaborateurs doivent mettre aussi beaucoup de sien parce qu'il est déjà d'abord compliqué pour un chef d'entreprise de créer l'entreprise, d'implanter quelque chose. Alors, ceux qui l'accompagnent, ces collaborateurs doivent s'investir pour qu'ensemble nous ayons des résultats. Ce n'est pas un travail qui se fait seul avec l'employeur parce qu'on s'est souvent plaint de l'employeur qui fait ci, qui fait ça. On pense qu'on travaille pour l'employeur. Or, on travaille pour soi-même. On doit accompagner l'employeur pour qu'il y ait réussite, pour qu'il y ait des rendements. Et par là même, il y aura augmentation de salaire. Et d'où un travail décent pour tout, parce que c'est quand il y a du cash qu'on améliore les conditions de travail. Oui, en attendant de revenir sur cette affaire de quand il y a du cash, c'est là où on améliore les conditions de travail. Pas toujours sûr que le patron réinvestisse son cash dans l'amélioration des conditions de travail. Mais le temps pour nous de vous proposer le focus de la semaine, le ministre Grégoire Aouana, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, que nous avons rencontré sur cette question de la journée internationale du travail, qui nous donne sa vision de ce que c'est que le travail décent et sur d'autres sujets en rapport avec la situation du travailleur au Cameroun. Je vous propose de regarder et d'écouter le ministre Grégoire Aouana. Ce n'est pas une thématique nouvelle, celle du travail décent, mais c'est une nouvelle directive de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, à laquelle adhère le Cameroun, qui veut que les pays se battent véritablement pour qu'on assiste à cette expansion du travail décent dans tous les pays qui sont membres. Le salaire est une des premières conditions qu'on voit tout de suite. Le travail décent suppose un travail correct, mais cela suppose aussi des conditions de travail qui soient bonnes. Cela suppose aussi la sécurité sur le lieu du travail, mais ça suppose aussi des bonnes conditions de vie pendant qu'on travaille, mais aussi après le travail, c'est-à-dire par exemple quand on sera à la retraite, mais aussi si on est invalide entre-temps ou si on est malade, ça suppose aussi des conditions de prise en charge pour les problèmes de santé. La responsabilité sociale est très importante pour les entreprises, mais aussi pour les travailleurs, parce que nous constatons une première chose, c'est que les uns comme les autres ne respectent pas toujours les règles et ne respectent pas toujours la loi. Or, pour garantir en entreprise une bonne productivité, il est important de respecter les règles et il est important de respecter les lois ainsi que toute la déontologie qui accompagne le travail. Pourquoi? Parce que lorsque la productivité est garantie, l'entreprise gagne plus, elle peut donc redistribuer. Il y a une bonne amélioration du dialogue social au Cameroun, d'une façon vraiment générale en entreprise. Les travailleurs ont compris de plus en plus et de mieux en mieux quel est leur intérêt à avoir des délégués du personnel. Ils comprennent aussi quel peut être leur intérêt d'adhérer à un syndicat, parce qu'il ne faut pas toujours mélanger les deux. Mais les gens s'organisent mieux, ils peuvent mieux revendiquer et ils peuvent aussi savoir jusqu'où ne pas aller très loin. Les entrepreneurs, les patrons d'entreprise savent aussi qu'il faut dialoguer pour pouvoir améliorer les choses.
le chantier naval, c'est bien connu qu'ils ont eu quelques problèmes, mais je crois qu'à l'heure qu'il est aussi, le ministre des Transports a fait ce qu'il fallait faire et que les choses vont redémarrer et nous allons repartir sur des bases, j'allais dire saines. Mais je crois qu'il ne faut pas voir seulement ce qui ne va pas. Une entreprise... entre 100 000 entreprises, je ne veux pas dire que c'est négligeable parce qu'elle est la seule dans son secteur. Raison de plus d'ailleurs pour pouvoir se remettre sur pied et il faut que les travailleurs comprennent qu'ils n'ont souvent aucun intérêt à détruire l'outil de production. Parce que quand ils arrêtent de travailler, il vaut mieux continuer de travailler en négociant que d'arrêter, détruire l'outil de production parce que là, c'est le travail lui-même qui va disparaître. Le SMIC, c'est d'abord le salaire minimum garanti. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'aucun employeur ne doit aller en dessous de cela. Donc, il est bon déjà que le travailleur lui-même comprenne et puisse dénoncer cela lorsqu'il est payé en dessous du SMIC. C'est clair que certains ont peur de dénoncer parce qu'ils pensent que l'employeur peut leur faire des représailles, mais je voudrais vous dire que lorsque les employés dénoncent, ils sont automatiquement protégés par la loi. Ils ne peuvent donc pas avoir des licenciements parce que ce serait là un cas de licenciement abusif et ça coûterait plus cher encore. Et d'expérience sur le terrain, je n'ai pas vu une seule entreprise aujourd'hui qui se limite à payer au SMIC. Elles vont toutes au-delà du SMIC. Donc c'est vraiment un minimum qui est fixé pour protéger le travailleur. Et tout ce que je peux dire en la matière, c'est qu'il est bon que les travailleurs eux-mêmes essayent de se protéger en dénonçant ceux qui ne respectent pas ces règles. Les travailleurs eux-mêmes doivent impérativement veiller à ce que les cotisations sociales de l'employeur soient régulièrement payées. C'est leur droit. Et lorsque cela n'est pas fait, ils ont le devoir de dénoncer cela. Et d'ailleurs, la CNPS a mis en place des procédures où on peut faire des dénonciations, où on peut susciter des contrôles au niveau des inspections du travail pour que de l'ordre soit rétabli dans ces sociétés. Retour donc sur ce plateau pour continuer à épiloguer sur cette affaire, cette problématique du travail décent. Vous avez suivi le ministre Grégoire Rona qui rappelle quelques impératifs et quelques dispositions, notamment en matière de SMIC, que le SMIC au Cameroun c'est 36 270 francs CFA et qu'on ne devrait pas payer des employés en deçà de ce montant. Monsieur Abdoul Kadri, est-ce que tout le monde, tous les travailleurs au Cameroun aujourd'hui sont payés au SMIC, au moins au SMIC? Voyez-vous, je vais répondre à cette question, madame, et je reviens très brièvement sur le thème. Oui. Aujourd'hui, la RSE est partie pour être un acronyme. Dans les milieux universitaires, on connaît bien la RSE. En fait, c'est un concept très polysémique. Mais au moins, les uns et les autres s'accordent sur une chose. On parlerait Pendant qu'on y est, quelle est la différence entre la responsabilité sociale et sociétale? En fait, ça renvoie à la même chose. Voilà, social renvoie à société, société renvoie à sociétal. On se retrouve à... En fait, ces deux concepts, d'autres diraient, malheur à ceux qui trouveront une frontière rigide. En fait, société renvoie à social. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est assez connu. On parlerait dans les milieux universitaires d'une approche holistique. On ne peut pas étudier un fait, ou si vous voulez, un groupe, sans, comment on dit, voir autour de lui, de ce groupe-là. C'est de ça qu'il est question. On se serait arrêté à la responsabilité sociale des entreprises. On inclurait le syndicat. Et là, je reviens à la préoccupation de M. Zambo. L'État est effectivement là, parce qu'on est dans le travail. Le monde du travail, c'est la tripartite. On a le gouvernement, on a les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. C'est justement l'État. L'État, lui, le sait très bien, c'est l'État qui signe
Une convention collective, voilà, par exemple, non, le avec protocole d'accord, parlant du programme Pays pour le travail décent. C'est l'État qui, voilà, en 2014, et voilà, c'est depuis 2014, et vous savez tout ce qu'il y a eu, les relèvements des plafonds de cotisation, des taux également, le SMIC qui a, là je reviens donc au SMIC qui, voilà, qui a été revalorisé, voilà, à 36 270 voilà, presque à 29%, parce qu'on est parti de 28 216 francs à 36 270 francs. Je suis d'accord, l'État est conscient que entre les actions qui sont prises et les réalités professionnelles, il y a une dissonance, ça c'est clair, ça c'en est fait. La corruption n'a pas le ministère du Travail, ou alors si vous voulez, ces organes déconcentrés n'ont pas été en marge. Elle a touché, voilà, ce fléau a touché tout le monde. Mais partout où ces services déconcentrés sont au courant de ces dysfonctionnements, parce qu'ils ont une mission de contrôle, de conseil et voilà, de conciliation. Mais on dit que les inspecteurs du travail attendent qu'on aille les trouver au bureau. Ils ne vont pas toujours faire des inspections comme d'autres le font. C'est vrai, c'était une ancienne approche, mais le ministre l'a dit, c'est une nouvelle dynamique et voilà, avec des moyens, ce qu'ils ont appelé la redynamisation des inspections du travail, il y aura plus de moyens matériels et voilà, d'autres moyens pour permettre à ces inspecteurs de se déployer, parce que c'est de ça aussi qu'il est question. Voilà. Lorsqu'il y aura des moyens suffisants, ils vont se déployer sur le terrain et voilà, les résultats suivront. D'accord qu'il y a une dissonance. Voilà. L'État ne dit pas que voilà, sur le terrain, il n'y a pas comment on dit, des employeurs indélicats, surtout dans les ménages. Cette catégorie d'employeurs, nous les connaissons tous. Ils ne payent pas le SMIC. Très souvent, c'est les 20 000 francs, c'est les 15 000 francs. Mais aujourd'hui, il y a une limite pour cette catégorie voilà, d'employeurs. Les inspections du travail sont limitées. L'inspecteur, enfin, si vous voulez, le domicile n'est pas un lieu de travail. Mais tout ça, voilà, tout ça, c'est parti pour être revu et il y aura une suite favorable. Oui, Norbert Elundou Engama, il y a quand même le problème, la question même du travail qui se pose. On a l'impression qu'on va avoir les avantages liés au travail décent, mais on n'est pas toujours prêt à faire ce qu'il faut pour mériter de son travail. Oui, avant de revenir à cette préoccupation, je vais juste ajouter sur le concept même de la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, un élément qui me semble important. Le ministre vient de le dire encore. Je pense que tout ceci nous est quelque part inspiré par l'Organisation internationale du travail. Il est important que nous le prenions véritablement à notre compte. Et la réalité sur le terrain est telle que, en dehors de quelques grosses entreprises ou des multinationales qui ont d'autres contraintes d'ailleurs, qui viennent toujours de l'étranger, ce n'est pas des concepts qui préoccupent outre mesure, n'est-ce pas, l'entreprise. Et l'entreprise camerounaise, j'entends. Donc je pense que nous sommes partis pour l'émergence, pour aller à des choses plus élevées. Il y a des exigences de la modernité que nous devons accepter, n'est-ce pas, d'intégrer dans notre façon de faire des choses. Et à ce niveau, je crois qu'il est important, quand vous parlez des inspecteurs du travail, qui peuvent être plus proactifs pour s'assurer que ces choses-là, d'abord qu'elles sont bien comprises. Effectivement, la RSE est parfois une nébuleuse pour beaucoup de gens. Il faut trouver le moyen, soit par les syndicats, que ces choses-là soient mieux comprises par ceux qui tiennent les entreprises et qu'ils comprennent le bien fondé. Parce qu'à la fin, le bien fondé est partagé. Okay? Donc je crois qu'on n'a pas vraiment, on ne s'est pas approprié ces questions-là. Ça fait un peu mode parce que c'est venu de l'OIT ou du BIT, je ne sais pas trop, mais on ne s'est pas approprié ces choses-là. Donc il y a un travail immense à faire à ce niveau. Alors maintenant, oui, on est là le jour de la fête du travail et je ne pouvais pas ne pas le dire. Quand je regarde, effectivement, nous avons célébré aujourd'hui, le président Zambo, on l'a entendu à la télévision toute la journée et puis on a vu un grand défilé, mais et c'est très bien de célébrer. Hein. Nous avons la manie de célébrer, c'est une joie de vivre qui caractérise le Cameroun, mais derrière, il y a aussi la profondeur des questions qui se posent. Le travail est une question fondamentale aujourd'hui et on peut utiliser cette journée aussi comme un moment pour se poser des questions. Comment travaillons-nous ?
au fait, vraiment, quelle est la vision que nous avons du travail? Quelle est la vision que nous avons du travail quand on regarde le comportement quotidien des gens au travail? Des plus grands aux plus petits et surtout des plus grands. Et je crois qu'il faut vraiment que ce soit des occasions pour nous de nous questionner. Le travail qui doit nous permettre de nous réaliser, de nous accomplir, qui doit nous permettre d'apporter quelque chose à notre société. De construire le Cameroun et de tendre vers l'émergence dont on parle. Il n'est pas une question d'argent d'abord d'ailleurs, hein, parce qu'on le disait pendant que les éléments passaient, quand ils sont au village, ils vont au travail gaiement chaque matin. Oui, ce n'est pas pour avoir de l'argent. Ils n'ont pas un patron qui leur assure des conditions fantastiques, mais les gens veulent créer quelque chose, ils veulent laisser quelque chose. Mais nous sommes défaillants de ce point de vue et ça concerne tout le monde. Ça prend le mécanicien à qui vous ne pouvez pas confier un véhicule et partir, sachant qu'il est un professionnel, il va faire sa chose jusqu'au bout. Ça prend le maçon, pareil. Ça prend le fonctionnaire, ça prend tout le monde. Donc je pense que ce sont des occasions pour nous de nous demander que faisons-nous? Est-ce que vraiment nous travaillons? Hein? Vous voyez, j'assiste parfois à des séminaires. Vous êtes en train de discuter d'une question, les gens vous disent, pour prendre une option, non, c'est là, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On fuit le travail. Or, le travail, c'est la pénibilité et on doit évoluer en acceptant de faire face aux difficultés du quotidien. Ça, il faut le dire, comme c'est peut-être ça mon coup de gueule aujourd'hui, pour dire que je pense que nous avons intérêt à travailler davantage et à considérer le travail autrement pour que les Chinois ne viennent pas éviter d'avoir des ouvriers camerounais sur leur chantier. Oui. Jean-Marie Zambambou, là, c'était dans le coup de gueule de Norbert et Loundou Ngama. Il est démenti par le chef d'État qui a dit que nous travaillons plus. On n'a pas l'impression que nous travaillons véritablement plus. Toute proportion gardée, nous travaillons plus. Il ne faudrait pas... Est-ce que nous sommes au travail ou alors nous travaillons effectivement? Vous avez l'impression que le travailleur camerounais aujourd'hui se tue à la tâche? Non, nous pensons déjà, nous qui avons la chance d'être salariés dans une société structurée, que nous sommes les plus grands travailleurs. Il y a quand même 90% de Camerounais qui s'exercent dans le secteur informel. Au-delà de toutes les qualités, ces travailleurs savent s'ils ne font rien. Même le mécanicien, à bout de course, il sait qu'au moins, s'il tourne mal, ce sera le commissariat ou la gendarmerie. Donc on ne peut pas dire que nous ne travaillons pas. Quand on voit déjà... Pas bien. Il y a un problème de qualité du travail également. Je pense qu'il y a un problème de qualité. Effectivement, nous sommes en train de parler de travail décent. Nous sommes en train de parler de citoyenneté, de responsabilité. Je vous dis, le travail qui est un apport réel pour la transformation de notre société... Je ne suis pas d'accord. Parce que d'abord, le travail, je vais repartir en physique. Oui. C'est une force par une distance. Donc, c'est un effort qu'on fournit, si on peut l'exprimer tel quel. Maintenant, quand on va dans le travail décent, c'est tout l'habillage social qu'on met dans cette pénibilité. On sait que c'est pénible, mais en réalité, en bout de cette pénibilité, il y a un résultat, il y a un retour d'investissement. Est-ce que la société, nous avons cultivé le cacao depuis là, est-ce que nous avons eu des retours conséquents? Non. Nous avons des ressources naturelles qu'on creuse dans notre pays. Est-ce que nous avons les ressources à hauteur? Non. On a le problème, par exemple, du pétrole. On n'arrive pas à s'accommoder. Est-ce le prix du marché international ou bien... Donc, je crois vous partez là sur la dimension, je veux dire, des échanges internationaux et vous restez sur le paradigme de la domination. Il est là, c'est vrai. Il y a des échanges inégaux, mais je pense qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire en nous regardant nous-mêmes. Bon, vous avez parlé du secteur informel, du petit travailleur. Effectivement, le petit travailleur est celui qui vit la pénibilité du travail parce qu'il n'a pas le choix et il le fait vraiment jusqu'au bout. Et là, j'accepte cette nuance-là. Et je crois que peut-être le vrai problème, c'est au niveau de ce que je peux appeler l'élite d'ailleurs. Vous voyez, très concrètement, moi je pense qu'il n'est pas, je n'ai pas fait de statistiques particulières pour le dire. Je pense que dans les plus grosses administrations, par exemple, les grosses entreprises, il y a une proportion minimale de gens qui prennent toute la charge du travail. Et les autres, on est en train de jouer. Et c'est ça la vérité qu'il faut pouvoir se dire. On n'a pas créé l'équipe de travail. Madame Olama, c'est comme ça dans votre structure, il y a une petite proportion qui travaille et puis les autres se tournent les pouces et bénéficient simplement de... c'est comme ça partout, mais... Qu'est-ce qu'on fait pour changer cette mentalité? Qu'est-ce qu'on fait pour changer cette mentalité? Il faut... c'est pourquoi le salaire a encore un rôle. Parce que plus on travaille, mieux on est rémunéré. C'est pourquoi dans des entreprises actuellement, on est même parfois payé par pourcentage. On est payé par rendement. Hein? Donc, nous autres créateurs d'emplois dans le groupement des petites et moyennes entreprises, nous savons que nous travaillons parce que nous sommes obligés
de travailler pour gagner de l'argent. Nous ne dormons pas. Alors là, nous, on ne travaille pas 8 heures par jour et tout. C'est minimum 10 voire 12. Nous, on n'est pas au travail, nous travaillons tous les jours. Et nous réclamons aussi, nous voulons que l'État nous mette en condition d'avoir un travail décent. Vous qui êtes pourtant des employeurs, on va marquer un autre temps d'arrêt dans cette émission pour parler d'une autre catégorie de travailleurs. Il s'agit des populations de la Lokoundji dans le département de l'Océan. Ils ont peur depuis quelque temps de se voir rayés de la carte. On dit là-bas qu'une grosse société a acquis une concession de terre et du coup les villageois ne savent plus très bien à quel sens se vouer, ce qu'ils vont devenir. Est-ce qu'effectivement ils vont garder leur terre? Est-ce qu'ils vont garder leur village? Ils s'interrogent, ils se posent des questions. Et Téléson Babizo a essayé de mener l'enquête autour de cette question entre ces populations villageoises et cette société d'exploitation des VA qui s'est installée dans le coin. Et c'est le zooming de cette semaine. Des cultivatrices bientôt interdites d'accès dans leur propre champ. Leurs jachères rentrent désormais dans le territoire d'une agro-industrie des VA depuis 2012. Il s'agit d'une concession foncière signée de la main présidentielle dans un élan d'expansion de la réalité d'agriculture de deuxième génération. Le décret en soi ne suscite aucune querelle. Seulement, les levées topographiques de sa mise en œuvre lèsent les populations de la bande de terre vitale de 4 km, pourtant consignées dans le cahier de charge. Evekama dit qu'il y aura des plantations villageoises. Donc chaque villageois doit avoir au moins 5 hectares de DVA. Quand nous voyons au niveau où ils sont là, à moins d'1 kilomètre, essayez de nous dire les populations vont encore trouver l'espace pour avoir peut-être un champ villageois commun, puisque Evekama a tout pris jusqu'en bordure de route. En réaction, les ruraux investissent la voie publique. L'état de siège continu provient de la crainte de mener une vie d'étrangers sans terre à cultiver, dans des villages surtout hérités des ancêtres eux-mêmes des tenants de la force agro-pastorale. Le mouvement d'humeur se nourrit des risques de devenir apatride chez soi et des complications de réussir une reconversion dans des métiers de hasard comme le commerce. Plus grave, à l'image de la route de Bourbier, l'accompagnement promis en termes d'infrastructures socio-communautaires reste lettre morte. Demandons 4 km pour nos générations. Ils vont travailler où? On ne veut pas le caoutchouc. Ça fait 5 ans que Evekama est ici. Ils ont déjà fait quoi? C'est seulement casser les mariages des gens ici. Les chefferies concernées tiennent plutôt un discours discordant de la pensée populaire. En Bébé, l'un des villages aux victimes expropriées, la ruée sur la voie publique relève davantage du zèle d'une minorité des gris plutôt insignifiante. Il y a l'espace vital qui, dans le cas des charges, stipule 3 à 4 km. Et en dehors de l'espace vital, donc, il y avait des réalisations du genre école, santé, stade de football. Puis il a été décidé la mise en place d'une commission paritaire qui va suivre les réalisations du cahier de charge. Jusqu'à ce jour donc, nous attendions que la commission soit convoquée. Le mémorandum dit déjà que les chefs traditionnels sont, comment dirais-je, les complices de la société Evekama. À Elok-Batindi, l'autre localité sinistrée, la chefferie traditionnelle encourage pour le moins l'agro-industrie de caoutchouc à prendre possession de ces terres dans des délais diligents. Le contre-appel en question, tout à l'étonnement solennel de la contrée, conforte la thèse d'une connivence nourrie entre l'industriel des VA et le chef traditionnel de Elok-Batindi. Aucune complicité, puisque j'aurais appris, les gens le disent, que Evekama nous reverse 1 million ou 700, je ne sais pas combien par mois. Je vous dis rien que ces relations qu'on souhaite, que si jamais demain Evekama peut venir, peut-être par là on peut avoir des petits marchés, comme on dit souvent, en courant que le chef peut aussi avoir pour, voilà, mais c'est tout. Sinon, on n'a rien, aucun avantage. Ce n'est que attendre que Evekama vienne développer ses infrastructures scolaires. Mon CETIC, là, le CETIC de Lobatindi n'a pas de bâtiment.
bâtiments. Le lycée manque de bâtiments. Le centre de santé, il n'y a pas de bâtiments. Donc voilà autant l'école publique. Il n'y a pas l'école maternelle, pas de bâtiments. Le conflit est donc porté désormais à l'attention du préfet de l'Océan, lequel évoque une incompréhension plutôt gérable. L'espace vital donc est cet espace qui est compris entre les limites d'une concession et le début des habitations. Les textes précisent qu'il faudrait que cette distance soit de 3 à 4 km. Nous allons donc mettre en place une commission paritaire pour aller vérifier sur place et avec les populations ce qu'il convient de faire. De commun accord, nous avons convaincu EVECAM, qui est tout bien disposé, à repartir et qu'on refasse des dimensions, qu'on voit quitte pour EVECAM de perdre même ce qui est déjà désormais comme sa propriété pour apaiser les populations. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a donc certaines populations qui définissent mal cet espace vital. Elles pensent que l'espace vital, c'est plutôt la distance entre les bornes et à l'intérieur de la concession. C'est-à-dire, EVECAM devrait leur concéder à l'intérieur de la concession 4 km. Ça, vous comprenez. Et ils ont donc entrepris, pour certains, des champs, des plantations, de champs de plantations. D'autres ont entrepris des ventes de terrain. Les tentatives d'accès à l'agro-industrie prises à partie se sont avérées vaines. Toute une barrière d'incompréhension s'est toujours dressée contre la presse. Or, il y a un morceau de vérité à saisir derrière les barricades. C'était donc là un reportage de Téléphone Babizo sur ce litige foncier qui oppose une société d'EVA Culture dans la région du sud, le département de l'Océan, aux populations riveraines. Et ça me permet de vous poser cette question sur la nécessité d'investir les terres camerounaises. Norbert Ilundu Ngama, comment on fait pour investir tout en préservant les intérêts des populations locales? Oui, c'est une problématique qui est aujourd'hui globale, hein, parce que le mouvement qu'on observe est celui d'accaparement de grands espaces productifs. Et évidemment, ça génère des problèmes sociaux évidents. On sait en Afrique ce que des pays comme le Zimbabwe vivent comme crise du fait de cet accaparement des terres. Et chez nous, ça se complique davantage parce que, effectivement, c'est des opérateurs internationaux qui arrivent et qui, effectivement, laissent finalement des populations à la base sans le minimum vital, n'est-ce pas, de leur environnement immédiat. C'est un gros dilemme parce qu'en même temps, nous devons accéder à une économie qui s'industrialise et qui prend des proportions plus grandes, qui se modernise, et nous aspirons à produire davantage. Il faut mécaniser, il faut une agriculture intensive, c'est la deuxième génération comme on dit, mais il faut trouver un moyen de la développer effectivement avec nos gens, que ce soit d'abord des Camerounais qui, de manière fondamentale et centrale, se sentent au cœur plutôt qu'on en reste à la périphérie. Parce que c'est un peu ce qu'on observe aujourd'hui. Les ouvriers sont là et ça devient un peu comme pomper des énergies et des richesses qui partent souvent. D'ailleurs, sur certaines de ces plantations, j'entends dire qu'il y a des productions qui ne sont même pas destinées à la consommation locale et qui partent. À ce moment, ça pose un gros problème. On ne va pas seulement gérer éventuellement les exportations par, comment dire, la balance commerciale, alors que concrètement, l'économie locale en souffre. Donc, je crois que il y a des programmes au niveau de l'État, n'est-ce pas, pour maîtriser un peu la réforme agraire et notamment la gestion. C'est un problème très sérieux qui, s'il n'est pas bien géré, est susceptible effectivement de constituer un motif de crise sociale majeure dans notre pays. Donc, ça ne fait que commencer et c'est le moment de regarder fermement et de prendre des options et d'organiser convenablement. Oui, Jean-Marie Zambambougou, là c'est donc la société EVECAM qui est au cœur de ce problème foncier.
passé. Également là-bas, il se murmurait que les travailleurs ont des soucis avec leur employeur. Beaucoup de soucis. Et je crois que les autorités devraient véritablement tirer des leçons. Parce que si on s'en tient à la carte politique du Cameroun, c'est quand même le socle du RDPC. Donc si vous avez des populations qui soutiennent le parti au pouvoir et qui arrivent à ce niveau, je dirais, de démonstration de leur insatisfaction, nous l'avons vu dans certains projets d'autoroute ici autour de Yaoundé, que ce soit en Simalène, il faut qu'on donne un peu plus d'attention parce que cette gloutonnerie foncière risque de nous conduire à des crises avec des zones de développement très fragiles. Parce qu'en réalité, c'est tout ce que nous avons comme principal capital. La terre, il y avait un parent qui me disait il faudrait qu'il y ait la démocratie foncière. Ce n'est pas par hasard que certains groupes se sont installés, certes sur le principe de notre régime foncier, les terres appartiennent à l'État, mais on voit bien quand il s'agit même d'installer un lycée, un CES, on demande l'avis des populations, on tient des palabres. Pourquoi se fait-il que lorsque ce sont des industriels, la même logique n'a pas lieu? Et comme c'est une ressource nationale, que d'attendre les 20 000 francs d'aide à la pauvreté, de filets sociaux, qu'on intègre la part du terrain de chaque communauté dans le capital de l'entreprise. Je crois quand même que ça créerait véritablement une véritable inclusion. Parce que ce matin, on est en journée de travail décent. Il y a quand même ce que l'OIT préconise, c'est d'avoir un système inclusif. C'est-à-dire que les uns et les autres ne doivent pas être mis de côté au seul prétexte qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils n'ont pas de technologie. Et on voit ça éclate en plein jour. Ce sont des gens, ils n'ont aucun nez masqué. Donc ça prouve le niveau, je dirais, de colère. Et je pense qu'il faudrait véritablement trouver des solutions idoines. Oui, là-bas, il est peut-être question du dialogue social également. Peut-être faudrait voir dans quelle mesure on pourrait concilier les positions et des populations riveraines. Ce ne sont peut-être pas les travailleurs des VCAM, mais quand même. Oui, merci madame. Non, mais c'est au-delà du dialogue social, de tels problèmes ne se seraient pas posés à l'heure où nous sommes. Voyez-vous, quand une société s'installe, on a appris ici, ils nous ont rappelé ici, qu'il y a une question de cahier des charges. Tout à fait. Voilà, il y a même des études d'impact. Et tout ce package-là est connu de nos administrations. Voilà, et M. Zambo a bien dit, est-ce que ces populations sont largement informées? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, on assiste à un bricolage qui profite à un groupuscule d'autres personnes. Et bon, voilà, on assiste à cet engrenage-là. Voilà, ça monte, ça descend. Et pour finir, les victimes, c'est lesquelles? C'est les populations. Parce que ça se décide à un niveau, parfois en marge. Élevé. Voilà, très élevé et parfois en rupture avec toutes les normes qui existent. Et c'est surtout, je veux dire, un cas flagrant de non-respect de la responsabilité sociale d'entreprise. Parce que je pense que la communauté d'accueil est parmi les parties prenantes majeures, n'est-ce pas, en la matière. Et il est regrettable qu'on parle ici de grosses entreprises, qui ne devraient pas se tromper sur comment il faut vivre avec la communauté qui vous accueille pour le travail. Et juste un mot pour dire... Aujourd'hui, qu'on a des organisations, ou alors si vous voulez, des institutions qui s'occupent de ce genre de problèmes de dysfonctionnement, alors par simple dénonciation, ces institutions sont saisies. Et je crois qu'elles devraient plutôt mettre les pieds, pas un seul pied, sur les accélérateurs et puis bon voilà, trouver une solution plus rapide. Oui, voilà. On tend vers la fin de cette émission. Le temps pour moi de reposer cette question à Norbert Elondou Ngama. Le Cameroun s'apprête donc à se donner à voir dans quelques semaines. On parle d'un forum d'investisseurs du 17 au 19 mai prochain. De quoi s'agit-il exactement? Vous semblez être plus au fait de ce qui va se passer dans les prochains jours. Plus au fait, en fait, je pense que vous savez qu'il y a eu une communication là-dessus, n'est-ce pas, du directeur du cabinet civil, du ministre directeur du cabinet civil, qui a émis un communiqué il y a un an, une semaine, pardon. Il y a une semaine et à partir de là, nous pouvons
savoir qu'il y a effectivement une conférence internationale sur le thème Investir au Cameroun, terre d'attractivité. C'est une initiative, à ce que nous dit ce communiqué du président de la République, qui, pour dire ainsi, monte véritablement au créneau et prend les devants pour essayer de booster, n'est-ce pas, les investissements, en amenant donc autour d'une table des investisseurs majeurs, à ce qu'on nous a expliqué, et puis des opérateurs locaux. Donc on nous indique qu'il y aura un premier volet qui est réflexif, donc par des personnes qui sont des modèles par rapport à ce qu'elles ont pu faire, qui peuvent nous donner quelques idées sur la façon pour nous de mieux exploiter, n'est-ce pas, notre potentiel. Qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et ensuite donc une partie qui doit être plus pratique, au cours de laquelle la rencontre va se faire entre les porteurs de projets et ces investisseurs. Je pense que on a besoin de ça parce que nous avons un potentiel, il faut bien transformer le potentiel. On ne peut pas passer le temps à dire que le Cameroun est riche de son potentiel. Et cette richesse ne se traduit pas il faut aller chercher ces moyens. C'est une initiative qu'il faut saluer et nous espérons qu'elle va nous porter, n'est-ce pas, elle va porter de bons fruits, apporter de bons investissements pour le Cameroun. Je pense qu'on en a besoin. On pense à la petite entreprise parce que nous avons déjà fait preuve de ce que nous pouvons faire nous-mêmes. La petite entreprise et la moyenne, on a besoin de soutien. Donc lorsque les investisseurs arrivent, qui pensent à nous, nous avons déjà apporté, montré notre apport personnel. Nous attendons aussi du soutien. On a besoin des financements. Ceci va lutter efficacement contre la pauvreté puisqu'il y aura extension dans nos entreprises et nous allons recruter davantage. Ce sera des emplois créés. Oui. Oui. Autant vers la fin de cette émission, on vous l'a dit, le temps pour nous de vous proposer l'image collatérale de Pierre Evembe. Qu'est-ce que Pierre Evembe nous a concocté? On va le découvrir tous ensemble. Madame, Monsieur, mes hommages. Chers travailleurs et travailleuses, bonne fête. C'est votre rubrique Image collatérale avec comme dénominateur commun le collateur Pierre Evembe, que je suis. Ici, ce que je fais de vous n'est pas important, mais ce que vous avez fait de ce que moi, je fais de vous. Et qui va donc être collaté aujourd'hui? That's the question. Professeur Narcisse Moelle-Kombi, ministre des Arts et de la Culture, homme de lettres, de belles lettres, homme des fringues, des belles fringues, bref, un vrai Mounasawa. Mettons-nous à la suite du ministre pour aller découvrir le meilleur de la culture camerounaise. Et retrouvons-nous au sein des saints, c'est-à-dire au Centre culturel camerounais. Tout avait pourtant bien commencé jusqu'à la coupure d'électricité au CCC. Scandale, consternation au sein des collaborateurs et parmi les invités prestige. Mais c'est pas normal, on coupe le courant alors que le ministre est là. Où est le groupe électrogène? Bon, tout va rentrer dans l'ordre. Et le ministre va se calmer pour écouter un artiste atypique. Ah, Alléluia. Je vais jouer quelque chose que vous connaissez juste avec mon corps. Quelqu'un, un grand de notre musique là, Manu, vous allez vous rappeler de lui, il a joué ça. Et moi, je vais jouer du saxo. Il va faire Manu Dibango avec la bouche. Il voulait d'abord faire avec quoi? C'est bon, mon frère, Jah Rastafari. Chante d'abord, chante s'il te plaît. Anyambami, ça c'est de l'art. N'est-ce pas, monsieur le ministre? Ça c'est de l'art. Applaudissez là. Voilà, il gronde le ministre. Il lui demande de faire quoi? Applaudissez là. Ouais, le prof est fâché, très fâché. Je suis sûr que dans sa tête, en bon sawa, il pense à autre chose.
Tout est bien qui finit bien. Je crois qu'à la sortie, on va trouver le ministre pour qu'il nous donne son appréciation de la soirée. Oui, prof. C'est bon, vous attendez? Est-ce que je dois parler? Oui, prof, dites-nous, comment était la soirée? Oui, monsieur Londo. Oui, monsieur Londo. Oui, monsieur Londo. Que monsieur Londo vienne parler. Monsieur Elundou? Qui est monsieur Elundou? Mais on cherche monsieur Elundou. Il est où là, monsieur Elundou? Monsieur Londo, venez parler à ma place. Hein, c'est vous le maître. Ah, le ministre est très subtil, on me l'avait dit, très subtil. Il a réussi à nous court-circuiter, il est parti. Je crois que nous aussi on va partir, mais en musique, hein, la bonne musique que le ministre aime bien. Oh, yeah. Merci donc Pierre Evembe. C'est donc avec cette image collatérale de Pierre Evembe que nous mettons en terme à cette édition de Scène de Presse. Nous parlions aujourd'hui des questions liées à la lutte contre la pauvreté et surtout au travail décent à l'occasion de la 130e édition de la Fête internationale du travail qui s'est célébrée ce jour sous le thème responsabilité sociale des employeurs et des syndicats, dont les syndicats et les employeurs, leur responsabilité sociale pour un travail décent au Cameroun. Et on a essayé avec nos invités d'épiloguer sur le sujet, de chercher à savoir si effectivement au Cameroun, on peut aisément parler de travail décent. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir d'être à vous ce soir. Retrouvons-nous dans une semaine exactement pour une autre édition de Scène de Presse. Aimé Robert étant toujours indisponible, j'aurai le plaisir d'être des vôtres cette fois-là encore.